C'est émouvant de voir, hein, à l'âge que j'ai, des gens qui pensent comme je pensais quand j'étais jeune. En 1934, quand je suis entré au Camelot du Roi, oui, ça fait très longtemps, et bien réellement, merci d'être là, merci de penser comme vous pensez, parce que vous êtes mon espoir, notre espoir. Nous n'avons pas réussi, nous, c'est vrai, il faut bien le reconnaître. Hein. Donc, c'est à vous de prendre le relais et de faire ce qu'on n'a pas fait. On a fait ce qu'on a pu, c'est vrai. Hein. En tout cas, merci à tous. J'ai un très grand plaisir à me trouver parmi vous. Hein. C'est des souvenirs qui remontent, et Dieu sait qu'il y en a. Alors, vous réussirez, parce que ça ne peut pas être autrement. La France est éternelle, et elle ne peut que vivre, hein, comme elle doit vivre, avec le régime qui lui convient, le seul. Bon, donc, hein, le seul ennemi, c'est la République. Là où il aurait fallu des chevaliers du XIIe siècle, bardés de leurs boucliers sans fêlure, brandissant leur épée aux côtés de leur croix, pour forcer le nouveau monde barbare à tenir compte de leur présence salvatrice, il y eut souvent que des privilégiés nostalgiques, des doctrinaires hautains, des traditionalistes momifiés ou aigris, des prophètes du passé, reclus dans l'immobilisme, et surtout d'incorrigibles discoureurs, de ces hommes dont on devait dire un jour qu'ils croyaient avoir agi quand ils avaient parlé. Citation de Marie-Madeleine Martin. De toutes les époques qui ont façonné le combat royaliste depuis les guerres de Vendée jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'expérience de l'Action française, les dissidences en ce début du XXIe siècle sont les seules générations à devoir évoluer au sein d'une société ayant atteint un niveau élevé de dégradation générale. Jadis, à l'origine du combat royaliste, lors des guerres de Vendée, il suffisait simplement de faire sonner le tocsin pour que les chefs chouans et vendéens se retrouvent avec une armée prête à obéir et combattre. Jusqu'au Camelot du Roi, au XXe siècle, qui constituait à eux seuls aussi une véritable armée prête pour un coup de force éventuel, le constat est qu'aujourd'hui, dans une France bien plus peuplée que les 2 siècles précédents, l'engagement militant est devenu quasi nul. Ne cherchons pas à dénoncer un adversaire potentiel dans des sectes ou sociétés, communautés ou religions, car celui-ci est en nous. L'ennemi se nomme paresse, hédonisme, subjectivisme. L'alternative est dans notre discipline à nous remettre en cause avec humilité. L'attrait des biens matériels que la société de consommation agite nous conditionne comme la carotte fait avancer l'âne. Nous avons participé à cette décadence où l'aboutissement est dans l'avilissement de l'homme. Cette corruption des mentalités paralyse toute riposte, tout réflexe sain qui ralentirait cette marche inéluctable vers le chaos et l'abîme. Il faut bien savoir identifier son adversaire pour pouvoir mieux le combattre. Nous ne sommes pas a priori des royalistes comme certains, attachés caricaturalement, représentés comme revanchards pleurant sur les carrosses d'autrefois ou sur des droits perdus. L'analyse minutieuse des faits, appuyée sur une solide connaissance historique de notre passé, nous amène empiriquement à l'essentiel dans cette conclusion, constituant pour être cette dernière chance de la liberté, comme le disait Thierry Molnier. Que ce soit politique ou diplomatique, social ou économique, ou dans les domaines aussi variés que sont l'écologie, la santé, l'autonomisme régional ou l'urbanisme, l'équilibre minimum et humaniste exige le roi. Être royaliste, ce n'est pas seulement vouloir une monarchie à la place d'une république, c'est aussi adopter une éthique et un comportement de tous les jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la République ne se contente pas seulement d'être un simple système de gouvernement, incarné par des politiciens qui la font vivre. Elle incarne aussi un mode de vie imposé à tous les citoyens et qui découle directement des déséquilibres qui constituent l'ossature de ce système. Nous savons pertinemment que la République n'est que l'avatar politique du libéralisme économique. Elle n'a jamais opposé une grande résistance au règne de l'argent, d'autant qu'elle commença par piller les biens des ouvriers tout en leur interdisant tout droit associatif. La République montra dès les origines son caractère antisocial,
avec la nuit du 4 août, le décret d'Allard et la loi Le Chapelier, votée par les révolutionnaires en 1791, et s'est imposée comme étant le fer de lance du libéralisme économique. En somme, une république du fric par le fric et pour le fric, le tout au nom d'un peuple illusoirement souverain. Aujourd'hui, alors que le règne de l'argent a su atteindre son apogée par la mise en place d'une société de consommation ancrée de façon permanente dans notre quotidien de tous les jours, le peuple de France nage dans l'hédonisme, le subjectivisme et une superficialité qui le mène vers le néant. Pourquoi être contre le socialisme si au préalable on ne détruit pas la racine du mal, qui est le libéralisme? Allons-nous reprocher à l'islam ses progrès alors que nous avons laissé un vide spirituel, déserté nos églises et renié notre foi? Pourquoi avons-nous abandonné la foi de nos ancêtres et suivi ce chemin qui nous conduit vers l'abîme? Posez-vous donc cette question. Êtes-vous réellement anti-système en adoptant comme moteur de votre vie le matérialisme, le culte du moindre effort, la haine de tout ce qui est religieux et l'attirance permanente des loisirs, sachant que c'est la République elle-même qui vous a enseigné et imposé ces choses-là depuis votre naissance? Comment se dire Spartacus en criant avec César? La grande majorité des militants anti-système, de n'importe quel bord, ont souvent du mal à identifier ce qui émane de la logique du système dans leur quotidien de tous les jours. En conséquence, ils adoptent un comportement et une éthique qui sont parfaitement dans la lignée de ce que le système qu'ils sont censés combattre exige d'eux. Mais ils se rassurent d'être des dissidents seulement parce qu'ils ont crié leur haine du système dans les réseaux sociaux, manifestations, collages d'affiches, pour les opinions auxquelles ils croient. Le système sait bien que rien ne bouleversera son pouvoir tant que la société de consommation noiera le peuple dans un conformisme entraînant l'abdication lente de nos spécificités citoyennes et humaines. La reconquête n'est pas chose facile et elle ne le sera jamais. Être royaliste est l'une des tâches les plus ingrates. Elle l'est aujourd'hui, elle le sera demain et pour ainsi dire, elle l'a toujours été. Elle remet en question le système dans son intégralité, dans ses fondements. Ce fut ingrat pour ces paysans chouans et vendéens de devoir quitter femmes et enfants afin d'aller combattre, alors que la plupart n'avaient jamais tenu un seul fusil entre leurs mains. Ils avaient pourtant conscience qu'ils ne reviendraient peut-être jamais, et lorsque le tocsin sonnait, ils redoutaient que cela puisse être la dernière fois qu'ils disent au revoir à leur famille. L'engagement exigeait alors de donner sa vie, comme celle de sa famille, avec le risque de perdre ce qu'une existence et des générations avaient accumulé comme biens et souvenirs. Pourtant, ils l'ont fait. Ils y sont allés, et ils ont montré à travers leur comportement, résultant d'un caractère typique forgé à travers les siècles, ce que la terre de France et l'histoire avaient donné. Cet état d'esprit, nous devons l'incarner à notre tour dans ce combat devenu le nôtre. Ce fut ingrat aussi pour ces catholiques et royalistes sociaux du XIXe siècle d'avoir combattu toute leur vie ce libéralisme économique afin de protéger les ouvriers d'une vie d'esclaves qui en découlait depuis la perte de leur protection corporative à la Révolution. Ils l'ont fait sans calcul, dans un seul souci, celui de la justice dans l'esprit chrétien, sans attendre de retour, à contrario des hommes de gauche désirant manipuler les masses ouvrières en vue d'agitation. Toutes ces lois et propositions de loi qui furent présentées et défendues dans la Chambre des députés et qui furent quasi systématiquement rejetées par le bloc républicain de droite comme de gauche montraient bien la connivence entre les parvenus de la scandaleuse révolution antisociale. Le plus ingrat encore pour eux fut de voir en 1936 la gauche se revendiquer de cette politique sociale en laissant passer quelques réformes pour s'ennoblir d'une réputation populaire et libératrice, alors que les royalistes avaient, bien avant eux, demandé beaucoup plus durant le siècle précédent. Quelle ingratitude aussi pour ces camelots du roi du XXe siècle, qui tous les jours devaient vendre le journal L'Action française dans la rue, en plus de leur vie professionnelle et familiale, en affrontant souvent d'ailleurs les violences policières et les adversaires. Eux qui, en 1910, avaient protégé, nourri et reconstruit les logements sociaux lors des terribles inondations, là où la République avait quelque temps avant fusillé les ouvriers. Toutes ces gardes à vue, tous ces morts, aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix, et tout cela pour voir leur mouvement pour lequel ils avaient donné une bonne partie de leur vie
finir en 1944 dans les geôles de la République sous l'accusation honteuse et fallacieuse d'intelligence avec l'ennemi. L'hécatombe terrible qu'ils subirent dans leurs rangs durant cette guerre de 14-18, qu'ils n'avaient pas su faire éviter. Ces chevaliers du XXe siècle, faisant face, faisant rire le peuple de France par la moquerie contre une république dont les scandales feraient pâlir le pire de nos rois, durent souffrir dans leur chair les assassinats répétés d'un système n'ayant que cela comme riposte. Ce sera Marius Plateau, le fils d'Odet âgé de 14 ans, et Ernest Berger, Jean Guiraud et tant d'autres après. Bref, en ce début du XXIe siècle, nous assistons à la terrible décadence d'une république, détruisant tout ce qui de près ou de loin touche tout esprit. Gauche comme droite, résolument au service d'un nouvel ordre mondial, transforme l'homme en numéro, en robot, délocalisable selon la volonté de la finance, mettant en péril femmes et enfants. L'heure du questionnement est largement dépassée. Quand on ne peut plus avoir confiance aux consignes de santé, aux ordres de lobby, quand il faut avec grande précaution surveiller la nourriture à consommer, lorsque l'État ne remplit plus le minimum des tâches auxquelles il devrait répondre, défense des citoyens et protection de son économie, et la liste serait longue. Lorsque le citoyen ne possède plus la possibilité d'agir et de décider dans tout ce qui le touche de près, ce que l'on nomme le principe de subsidiarité. Nos prédécesseurs nous ont montré le chemin et la détermination à avoir. Et si aujourd'hui notre tâche ingrate n'est pas de devoir affronter militairement une armée ou d'imposer des lois qui n'aboutiront pas, mais plutôt d'évoluer au sein d'une société devenue inerte, matérialiste, individualiste et embourgeoisée, eh bien, notre devoir, notre tâche est et sera toujours d'affronter ces difficultés dans la lignée de ceux qui nous ont transmis le flambeau de cet esprit du panache et de la résistance. Pour cela, cessons d'être ce que le système veut que nous soyons. Car la République redoute l'émergence d'un esprit de révolte se retournant un jour contre elle. Pour maintenir son pouvoir, elle transforme le peuple, dans le but de lui retirer toutes ses forces morales, intellectuelles et physiques, le couper de ses racines et communautés, afin de faire disparaître tout esprit critique, révolutionnaire ou rebelle. La République, et plus précisément ceux qui l'incarnent, veulent que nous soyons matérialistes. Alors, retrouvons l'esprit et la religion de nos ancêtres. Car si la République a toujours attaqué la foi, c'est parce que celle-ci incarne le détachement au monde matériel. Et de ce fait, comment mettre en place une société de consommation basée sur le règne de l'argent si on a affaire à un peuple qui n'est pas matérialiste? La République veut que nous soyons individualistes. Alors, efforçons-nous de recréer les liens sociaux entre nous, et si possible, en dehors de la sphère virtuelle. La République veut que nous soyons conformistes, dans une recherche permanente de confort personnel. Alors, développons en nous le culte de l'effort comme jadis à l'époque des corporations, et retrouvons les vertus du service, car comment être efficace pour mener un combat difficile et si peu confortable, si justement on ne songe qu'à faire le strict minimum, le moins fatigant, donc sans efficacité. Il ne faut pas se motiver à faire les choses uniquement en fonction de ce qui nous fait plaisir, mais les faire parce que l'éthique chevaleresque l'exige, comme ce fut toujours le cas pour tous les héros qui jalonnent notre histoire. Notre responsabilité est d'autant plus grande lorsque l'on songe à ce qu'est devenu le peuple de France en comparaison de ce qu'il fut jadis. Tous ces siècles de combats, d'esprit chevaleresque, de sacrifices, de gloire, de légendes, renforcés par une foi inébranlable, scénés dans la splendeur des cathédrales, immortalisés dans la tradition, pour aboutir à cette civilisation française d'une foi si grande et spécifique, où chaque roi qui l'ont représenté en furent les gardiens. Croyez-vous vraiment que nos ancêtres ont œuvré dans l'espoir de voir émerger cette société qui n'a que l'argent comme Dieu, comme maître que la télévision, aux émissions souvent affligeantes? On aurait envie de dire tout ça pour ça? On pourrait aussi parler de notre très riche langue française, à la fois gréco-latine et celtique, bafouée un peu plus chaque jour au profit de la langue marchande anglo-américaine, pour la plus grande gloire des grands maîtres du nouvel ordre mondial, sans oublier nos langues régionales qui renforcent d'autant plus la richesse linguistique et culturelle de notre pays. Notre mémoire imprégnée de l'eau baptismale au sacre de Clovis suffit à nous persuader de la victoire finale. Elle se lève comme un soleil aux lueurs de nos aubes futures. Il faut mettre nos actes en accord avec nos idées, car comme le disait si bien le poète Ezra Pound, si un homme n'est pas prêt à affronter un risque quelconque pour ses opinions, ou bien ses opinions ne valent rien,
ou bien c'est lui qui ne vaut rien. Notre jour viendra.